Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on a une exploration un peu hors du commun qui nous attend. On va se pencher sur une source d'Easy French. C'est un guide qui propose d'apprendre à parler comme au 19e siècle. Vocabulaire, tournure, le style, tout y est. Oui, effectivement. Et notre objectif aujourd'hui, ça va être de décrypter un peu ce que cette plongée dans la langue de Flaubert ou de George Sand peut nous apprendre. Comment ce français, qui peut sembler un peu suranné, pourrait en fait enrichir notre propre façon de parler aujourd'hui. Ah, ça, c'est une perspective intéressante. Alors, allons-y. Explorons ce français d'un autre temps. Mais pour commencer, pourquoi diable on irait se pencher sur un langage qui semble si lointain de notre quotidien? Qu'est-ce que le matériel d'Easy French met en avant? Pourquoi faire ça? Alors, le guide, il souligne principalement deux choses. D'une part, la connexion à tout un patrimoine littéraire, historique, c'est énorme. Et d'autre part, les bénéfices linguistiques directs. Enrichir son vocabulaire, souvent avec des mots plus soutenus, on va dire, et puis mieux saisir certaines structures de grammaire, formelles. Mais ah oui, Même si on les utilise moins aujourd'hui, elles sont encore là, sous-jacentes, quoi. oui, je vois. On imagine bien comment cette maîtrise de la structure formelle pourrait presque paradoxalement apporter plus de clarté ou de précision, même dans une conversation moderne. C'est un peu l'idée que si on comprend les fondations, on construit mieux, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, c'est que le guide insiste bien. Ce langage n'est pas mort, pas complètement. Il continue d'exister dans la littérature, bien sûr, mais aussi au théâtre, dans les films d'époque. Il véhicule une certaine image, une élégance, un registre très spécifique. D'accord. Alors, pour rendre ça plus concret, quels sont les exemples qui frappent les mots, les expressions que le matériel met en avant et qui nous transportent tout de suite au 19e? Ah, le guide d'Easy French en donne une belle palette. On a des mots comme siècle, évidemment, mais aussi élégant, salon, dame, monsieur, honoré, courtoisie. Mhm. Et puis des tournures plus typiques. L'usage très codifié de monsieur ou mademoiselle pour s'adresser aux gens. Un s'il vous plaît qui était sans doute plus formel, plus marqué qu'aujourd'hui. On note aussi des termes très évocateurs comme charmant, un carrosse. Ah oui, le carrosse. L'expression faire la cour, l'idée d'un bal, le concept de la vertu. Et bien sûr, l'incontournable hélas. Hélas, ah, celui-là. Rien que le mot, on sent tout le poids d'une certaine emphase, hein. Peut-être un peu théâtral pour nous aujourd'hui, mais ça devait avoir son charme. Justement, comment la source suggère d'utiliser ce vocabulaire? C'est juste un exercice de style pour les passionnés d'histoire? Pas seulement, non. L'angle principal du matériel, c'est vraiment l'apport d'élégance et de nuance. Les conseils sont assez pratiques en fait. Adopter volontairement un ton plus formel dans certaines situations précises et puis puiser l'inspiration directement chez les auteurs de l'époque. Les Misérables ou Le Comte de Monte Cristo sont cités comme référence. Donc, lire ces classiques, ça devient une sorte d'immersion linguistique. Tout à fait, voilà. Le guide suggère aussi d'intégrer, mais délibérément et avec parcimonie, des mots comme hélas ou charmant pour créer un effet particulier, un peu comme un clin d'œil culturel. D'accord. Regarder des films d'époque en VO française, c'est aussi une piste pour s'habituer à la musicalité. Il y a même des phrases modèles proposées du genre Monsieur, votre discours est fort élégant Ah oui. ou Le bal au château est tout à fait charmant. Bon, on voit bien l'idée. C'est une manière d'explorer, de jouer avec les différents registres de langue, ces différentes façons de s'exprimer selon le contexte, du plus formel au plus familier. Ça permet au final d'élargir sa propre palette d'expression, en fait. C'est exactement ça. Et ça peut introduire une touche d'originalité, voire même une ironie subtile parfois, dans la communication d'aujourd'hui. Utiliser un hélas de nos jours, ça n'a plus le même poids dramatique, c'est sûr. Mais ça peut être une façon de souligner une déconvenue avec une certaine une distance s'amuser, quoi. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette incursion dans le français du 19e, proposée par Easy French? L'enseignement principal, je crois, c'est que regarder vers le passé linguistique, ce n'est pas juste une curiosité d'historien. Ça peut vraiment activement contribuer à affiner notre façon de parler ou d'écrire aujourd'hui, en nous donnant accès à des nuances, à des structures peut-être un peu perdues dans le langage courant. Oui, ça met bien en évidence la profondeur historique de la langue.
et comment des formes anciennes peuvent encore vibrer, résonner, même si c'est différemment. Ça aide à mieux apprécier l'évolution du français et toute la richesse de ses variations. Tout à fait. Et si on pousse la réflexion un peu plus loin, ça soulève une question assez pertinente, je trouve. Au-delà de l'attrait pour l'élégance, ou une certaine nostalgie peut-être, est-ce que la simple connaissance de ces tournures anciennes pourrait nous rendre plus conscients, Hmm. plus conscients du niveau de langue qu'on choisit d'employer au quotidien, dans nos interactions de tous les jours? C'est une question intéressante pour finir, oui. Comment cette conscience historique, comment elle influence ou pourrait influencer nos choix linguistiques spontanés? Voilà, matière à réflexion.